Anxiété, contrôle et fatigue. Ton corps n'est pas ton ennemi. Tu t'es déjà peut-être retrouvé devant une tâche basique. Répondre à un mail, faire un appel, préparer une réunion, envoyer un document, ouvrir ton agenda, faire une démarche administrative, ranger ce qui traîne ou simplement te poser pour réfléchir à ce que tu dois faire. Et pourtant, dès que tu t'y mets, quelque chose se contracte. Ton corps se tend, ton cœur s'emballe et ton esprit s'agite. Tu penses à tout ce que tu n'as pas encore fait, à ce qui pourrait mal se passer, à ce que les autres pourraient penser, à ce que tu aurais dû anticiper, à ce que tu risques d'oublier, à ce qui pourrait te retomber dessus. Alors tu essayes de reprendre le contrôle. Tu refais ta liste, tu vérifies tes mails, tu ouvres 10 onglets, tu revois tes priorités, tu cherches une nouvelle méthode. Et avant même d'avoir commencé, tu es déjà épuisé parce que tu as cramé toute ton énergie à lutter intérieurement, à te contenir, à anticiper pour pouvoir compenser, à donner le change pour donner l'impression que tu as le contrôle. Et parfois, de l'extérieur, ça peut ressembler à un problème d'organisation, à un manque de discipline ou de volonté, à de la procrastination, à une difficulté à prioriser. Mais peut-être que ce n'est pas seulement cela. Peut-être que le problème principal n'est pas que tu n'arrives pas à t'organiser, peut-être que tu essayes de t'organiser depuis un état intérieur d'alerte. Et ça, ce n'est pas la même chose, parce qu'un agenda lisible ne calme pas toujours un système nerveux qui se croit en danger. Une to-do list ne rassure pas toujours un corps qui anticipe une menace. Une méthode de productivité ne suffit pas toujours à apaiser une personne qui fonctionne en tension permanente. Et si ton système est en alerte, ce n'est pas plus de violence qui va régler le problème, parce qu'on ne construit pas une productivité durable contre son système nerveux, on la construit avec lui. L'anxiété, et si on osait en parler autrement? Bienvenue dans Le bonheur à la vie à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant ses ressources sans se renier ni s'ignorer. Je suis Victoria Bonheur, accompagnatrice en élévation personnelle, tisseuse d'élan fluide et de clarté. Ce podcast est un espace de réflexion sans injonction pour celles et ceux qui veulent vivre autrement, avec plus de justesse, plus de paix, plus de présence. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle série d'épisodes autour de l'anxiété. Et j'ai envie de poser les bases avec clarté, parce que l'anxiété est un mot que l'on utilise beaucoup, parfois pour parler d'un vrai trouble, d'autres fois pour parler d'un état intérieur, d'une tension, d'un stress qui dure, ou encore de cette impression d'être toujours en avance sur le pire. Toujours en train de prévoir, toujours en train de vérifier, toujours en train de chercher comment éviter la faute, l'échec, le rejet, le débordement, la catastrophe, la déception. Et je crois que beaucoup de personnes ambitieuses, sensibles, responsables, investies, ont appris à fonctionner avec une forme d'anxiété en toile de fond. Une anxiété parfois visible, d'autres fois très discrète, voire même très bien déguisée en efficacité. Parce que oui, l'anxiété peut parfois prendre l'apparence d'une organisation très bien huilée. De l'extérieur, on voit une personne qui anticipe tout, qui pense à tout, qui vérifie tout, qui prévoit le plan A, le plan B, le plan C et la sortie de secours. Une personne qui donne l'impression d'être hyper fiable, solide, préparée, consciencieuse. Mais à l'intérieur, ce n'est pas toujours de la sérénité qui est présente. Parfois, c'est une alerte maximale avec de la peur qui a appris à se camoufler derrière le fait d'être tiré à quatre épingles, d'être réactif ou réactive, de savoir tout sur tout le monde, de devancer les besoins des autres, de prendre sur soi et d'appeler ça être attentionné. D'autres fois, elles se manifestent d'une façon moins socialement acceptable. Elles surgissent sans prévenir, elles paralysent, elles coupent l'élan, elles rendent l'action difficile au moment même où on voudrait avancer. Alors, dans cet épisode, je ne vais pas te proposer de t'auto-diagnostiquer, ce n'est pas l'objectif. Un diagnostic appartient aux professionnels de santé formés pour cela. Et si ton anxiété devient trop envahissante, si elle t'empêche de dormir, de travailler, de sortir, d'être en lien avec le monde, de vivre ton quotidien, ou si tu sens que tu perds pied, il est important de te faire accompagner par un médecin, un psychologue, un psychiatre ou un thérapeute. Mon intention ici, elle est différente. Je veux prendre le temps de mettre des mots pour repérer les mécanismes et comprendre pourquoi notre corps peut se mettre en alerte dans des situations qui ne semblent pourtant pas dangereuses de l'extérieur.
Il est intéressant de distinguer ce qui relève peut-être d'un manque d'organisation et ce qui relève d'une alerte intérieure. Parce que quand on comprend mieux ce qui se joue, on arrête parfois de se traiter comme un problème et on commence à chercher un autre type de réponse que la culpabilisation. Alors, c'est quoi l'anxiété? Je te propose de commencer avec la définition de l'Agence régionale de la santé, l'ARS. L'anxiété, souvent appelée angoisse, est une réaction excessive mais passagère à une situation ressentie comme une menace. Elle est vécue comme une appréhension douloureuse à un danger, qu'il soit précis ou mal identifié. L'anxiété, c'est une réponse d'anticipation face à une menace réelle, possible, imaginée ou ressentie. Une peur passagère est une réaction normale face à une situation stressante, comme un examen, un entretien d'embauche ou tout autre événement auquel il faut faire face. La peur attire souvent notre attention sur un danger potentiel présent. Un chien agressif devant soi, une voiture qui arrive trop vite, une personne qui crie, un événement qui se produit là tout de suite maintenant. Le stress, lui, il apparaît souvent quand une pression ou une demande s'impose dans le présent. Une échéance, une surcharge, une contrainte, une responsabilité, un événement à gérer. L'anxiété, elle, elle apparaît surtout quand il s'agit d'anticiper ce qui pourrait arriver, avec une question qui revient: «Et si ça se passe mal? Et si je n'y arrive pas? Et si je me trompe? Et si je suis jugé? Et si je perds le contrôle? Et si je déçois? Et si je n'avais pas assez anticipé? Et si je suis en retard? Et si je ne suis pas la bonne personne? Et si ce que je fais ne suffit pas?» La peur dit souvent: «Il y a un danger maintenant». Le stress dit: «Il y a quelque chose à gérer». Et l'anxiété dit: «Et si quelque chose de difficile arrivait?» Elle fonctionne beaucoup avec le futur, même quand elle est nourrie par des expériences du passé. Elle prend des traces d'anciennes expériences, de souvenirs, des blessures, des peurs, des apprentissages, et elle projette tout cela vers ce qui pourrait se produire. Elle dit: «Attention, prépare-toi, ne te laisse pas surprendre, vérifie, contrôle, anticipe, reste vigilant ou vigilante». Et sur le principe, ce mécanisme n'est pas mauvais. Heureusement que nous sommes capables d'anticiper. Heureusement que nous pouvons prévoir un danger, préparer une échéance, imaginer les conséquences d'un choix, évaluer un risque, penser à prendre le parapluie quand le ciel est un peu chargé, relire un document important avant de l'envoyer, préparer un oral avant de passer devant un jury. Anticiper est une ressource. Le problème commence quand cette ressource prend toute la place, quand elle ne s'arrête plus, quand elle se déclenche sur tout et n'importe quoi, et quand elle transforme chaque situation en menace. Si elle nous empêche de nous reposer, de choisir, d'agir, de faire confiance, d'apprendre et même d'essayer, parce qu'elle consomme tellement d'énergie que nous finissons par ne plus avoir les ressources disponibles pour vivre réellement ce que nous étions en train d'anticiper, là, l'anxiété devient trop coûteuse. Et ça, c'est un problème. Parce qu'elle ne nous atteint pas seulement en pensée, elle a un impact sur notre corps, sur notre énergie, notre sommeil, notre concentration, notre respiration, sur notre digestion parfois, sur notre disponibilité émotionnelle et surtout sur notre capacité à prendre des décisions. Elle impacte notre relation à nous-mêmes et il arrive qu'elle nous coupe de la joie, de l'élan, de la créativité. Et c'est pour cela que je veux vraiment insister sur une chose. L'anxiété, ce n'est pas juste dans la tête, elle se vit dans le corps. Elle peut passer par une boule au ventre, une poitrine serrée, une respiration courte, des tensions dans les épaules, une mâchoire crispée, une agitation intérieure et une fatigue qui arrive alors qu'on n'a même pas encore commencé. Il y a tout un tas de symptômes qu'on pourrait associer à l'anxiété. Des pensées qui tournent en boucle, une difficulté à se poser, une sensation d'urgence permanente, un besoin de vérifier, un besoin de contrôler, un besoin de savoir exactement ce qui va se passer avant d'agir. Et parfois, plus on essaye de se raisonner brutalement, plus le corps se tend. Parce que le corps n'a pas seulement besoin qu'on lui dise: «Calme-toi, arrête, c'est bon là, il n'y a pas de raison, tu exagères, tout est dans ta tête». Le corps, il a besoin de recevoir des marqueurs de sécurité. Il a besoin que l'on comprenne ce qu'il essaye de signaler et que l'on distingue. Est-ce que je suis vraiment en danger? Est-ce que je suis en surcharge? Est-ce que je manque d'informations?
D'où vient cette sensation de ne pas être à la hauteur de la situation? Que puis-je faire là maintenant pour retrouver un certain équilibre? C'est pour ça que ton corps n'est pas ton ennemi, même quand il te ralentit, quand il fatigue, quand il dit stop, même quand il t'envoie des signaux au moment où tu aurais préféré qu'il se taise. Il ne cherche pas à te gâcher la vie, il cherche à participer à ta survie. Bon, on est d'accord que c'est pas toujours de la meilleure façon qui soit, ni le meilleur moment, mais il fait de son mieux et il essaye de te protéger. Et parfois, il le fait avec des réglages qui sont anciens, issus de ce que tu as déjà vécu, de ce que tu as appris, de ce que tu as dû encaisser, de ce qu'on t'a demandé d'être, de la manière dont tu as été évalué, regardé, corrigé, aimé, ignoré, comparé parfois, et surtout responsabilisé. Alors bien sûr, il existe différentes formes d'anxiété. Je vais en évoquer quelques-unes sans chercher à enfermer qui que ce soit dans une case. D'abord, il y a l'anxiété généralisée. C'est quand l'inquiétude ne reste pas attachée à un seul sujet. Elle circule. Aujourd'hui, c'est le travail, demain, c'est l'argent, après-demain, c'est la santé. Ensuite, c'est la famille, puis un message sans réponse, puis une démarche administrative, puis un projet, puis une décision, etc. Et on peut avoir cette impression que même quand un problème se règle, un autre arrive immédiatement prendre sa place dans la file d'attente mentale, comme si le cerveau scannait l'environnement en permanence à la recherche de ce qui pourrait mal tourner. Ensuite, il y a l'anxiété sociale. Là, ce n'est pas seulement la situation qui inquiète, c'est le regard des autres, la peur d'être jugé, d'être ridicule, d'être rejeté, de mal dire, de pas assez dire, de déranger, de paraître incompétent ou incompétente. Bref, de ne pas être à la hauteur de l'image qu'on pense devoir renvoyer. Et elle peut apparaître avant une réunion professionnelle ou une réunion d'ordre privé, un appel, une prise de parole, un événement, même avant une interaction qui paraît simple de prime abord. Et bien souvent, ce n'est pas la conversation réelle qui épuise le plus, c'est la conversation imaginée avant, puis la conversation rejouée après. Pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que mon ton était bizarre? Est-ce que la personne l'a mal pris? Est-ce que j'ai eu l'air compétente? Est-ce que j'ai trop parlé? Qu'est-ce que j'aurais pu répondre d'autre pour que ça soit plus pertinent? Et cette rumination peut donner l'impression de vivre 3 fois la même situation. Avant, dans l'anticipation, pendant, avec l'attention et après, dans l'analyse. Et puis, il y a l'anxiété liée à la performance. Et celle-là, je veux prendre un peu plus de temps pour l'aborder parce qu'elle est très présente dans les milieux professionnels, les parcours de concours, les projets importants, les prises de parole, les reconversions, etc. Elle apparaît quand il y a un enjeu de résultat, un enjeu d'évaluation, de reconnaissance, de réussite, de crédibilité. Et souvent, plus la personne tient à ce qu'elle fait, plus l'enjeu intérieur devient fort. Ce n'est plus seulement je dois faire une présentation, c'est il faut que je prouve que je suis légitime. Ce n'est plus seulement je passe un oral, c'est il ne faut pas qu'on voit mes failles. Ce n'est plus seulement je lance un projet, c'est si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Tu vois comment une tâche peut être chargée émotionnellement? Tu imagines comment le corps peut se mettre en alerte? Est-ce que tu perçois comment la productivité peut devenir un terrain de menace? Quand le résultat attendu devient une preuve de valeur, le système intérieur ne vit plus la tâche comme une simple action. Il la vit comme un test d'identité. Et là, beaucoup de personnes se trompent de réponse. Elles se disent, je dois mieux gérer mon temps, je dois être plus discipliné, je dois arrêter de procrastiner, je dois me forcer davantage. Mais tu ne peux pas durablement te discipliner contre un corps qui se croit en danger. Parce que si le système nerveux entend ce que tu es en train de vivre n'a aucune importance, tais-toi et produis, il ne va pas tout d'un coup se mettre à collaborer. Au contraire, il peut se figer encore plus, s'agiter, chercher davantage de contrôle ou nous épuiser jusqu'à ce qu'on n'ait plus la force de lutter. C'est pour cela que la productivité durable ne se construit pas contre le système nerveux, elle se construit avec lui. Et travailler avec son système nerveux, ce n'est pas renoncer à l'action. Ce n'est pas dire j'ai peur, donc je ne fais rien. Je suis anxieux, donc je ne peux pas avancer. Je suis fatigué, donc plus rien n'est possible. Non. Travailler avec son système nerveux, c'est apprendre à créer les conditions pour que l'action soit possible sans transformer chaque étape en combat. C'est apprendre à demander
De quoi ai-je besoin pour me sentir suffisamment en sécurité pour faire le prochain pas? Pas parfaitement en sécurité, ni totalement confiant ou confiante. L'idée, c'est pas de se débarrasser d'absolument toute sa peur, mais juste suffisamment. Et c'est une nuance énorme, parce que si tu attends de ne plus avoir aucune peur pour agir, tu risques d'attendre longtemps. Mais si tu te brutalises pour agir alors que tu ressens de l'anxiété, tu risques de t'épuiser. Entre les 2, il y a quand même un chemin qui s'ajuste où il est utile de reconnaître le signal, d'identifier le besoin, de réduire la menace, de proposer un pas proportionné à la situation et ensuite d'aviser pour potentiellement réajuster. L'anxiété invite souvent au contrôle. Et là aussi, je veux faire une nuance. Le contrôle n'est pas toujours mauvais. Il peut d'ailleurs être utile pour vérifier un document important, préparer une échéance, structurer un projet, anticiper un risque. Le problème, ce n'est pas le contrôle en soi. Le problème, c'est quand le contrôle devient la seule manière de se sentir en sécurité. Quand tu ne peux plus dormir si tout n'est pas verrouillé. Quand tu ne peux plus déléguer parce que personne ne fera exactement comme toi, quand tu ne peux plus commencer tant que tu n'as pas tout planifié ou tout compris. Quand tu ne peux plus faire tant que tout n'est pas parfait. Et surtout, quand tu ne peux plus choisir parce que chaque option débouche sur un nouveau scénario catastrophe. Le contrôle, il n'est pas là pour empêcher l'action, il est là pour la soutenir. Et souvent, derrière le besoin de contrôle, il y a une question tacite. Est-ce que je vais pouvoir faire face si quelque chose ne se passe pas comme prévu? Et c'est sans doute ça le vrai sujet. Pas seulement comment je contrôle mieux, mais comment je développe ma capacité à me sentir capable de répondre à ce qui arrive. Parce qu'on pense souvent que contrôler, c'est essayer d'empêcher l'imprévu. Alors que l'oiseau posé sur une branche ne compte pas sur la branche, mais sur sa capacité à s'envoler si besoin. Se faire confiance, c'est aussi apprendre à croire que si l'imprévu arrive, on trouvera une option pour retrouver notre équilibre. Pas forcément parfaite, ni immédiate, mais une option qui apporte une réponse satisfaisante à l'instant T. Et cette capacité, elle se construit, elle se cultive, elle se répare parfois, surtout quand on a vécu des situations où l'imprévu nous a fait mal, où on n'a pas été aidé, où on a été critiqué, où on a eu l'impression qu'on devait tout porter. Chaque erreur coûtait très cher et où on a compris qu'il fallait anticiper pour ne pas être attaqué, humilié, abandonné ou débordé. Alors non, je ne vais pas te dire: «Arrête de contrôler», parce que si ton contrôle a été une stratégie de survie, le nier est contre-productif et ça peut même être très violent. Je préfère demander: «Qu'est-ce que ton contrôle essaye de protéger? De quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui deviendrait trop dangereux si tu lâches un peu? Quelles ressources pourraient te permettre de desserrer progressivement l'emprise que tu espères avoir sur la situation?» Qu'est-ce qui peut rester cadré et qu'est-ce qui peut devenir plus souple? Parce que l'objectif n'est pas de passer du contrôle total au lâcher prise absolu. L'objectif, c'est de retrouver une marge, un espace, un endroit où tu peux dire: «Bon, je n'ai pas tout verrouillé, mais j'ai assez de repères pour avancer. Je n'ai pas toutes les garanties, mais je sais quelle prochaine action je peux poser». Et finir par te dire: «Bon, je ne suis pas certain ou certaine que tout se passera bien, mais je peux me concentrer sur ce qui dépend de moi et je peux renforcer mes ressources pour faire face aux potentielles difficultés». Et là, c'est particulièrement intéressant parce que l'anxiété, le contrôle et la fatigue sont souvent liés. Plus tu es anxieux ou anxieuse, plus tu cherches à contrôler. Plus tu cherches à contrôler, plus tu consommes de l'énergie. Plus tu consommes de l'énergie, plus tu te fatigues. Plus tu te fatigues, moins tu te sens capable de faire face. Moins tu te sens capable de faire face, plus l'anxiété augmente. Et la boucle recommence. Je me sens en danger, donc je contrôle beaucoup, donc je m'épuise, je suis épuisé, donc je me sens moins solide, je me sens moins solide, donc je cherche encore plus à contrôler. Et à un moment donné, on peut devenir très actif extérieurement, mais épuisé intérieurement. On coche des cases, on répond, on prévoit, on ajuste, on compense, on tient, mais on ne respire plus vraiment. On est fonctionnel en surface et en alerte constante à l'intérieur. Et cette manière de vivre peut donner l'impression de produire, mais elle n'est pas durable, parce qu'un être humain n'est pas une machine. Même une machine a besoin d'un entretien. Alors imagine un corps, un cœur, un système nerveux.
Une personne avec une histoire, des émotions, des responsabilités, des attentes, des peurs, des désirs, etc. À un moment donné, la question à se poser n'est plus seulement comment être plus productif ou productive, c'est dans quel état suis-je en train de produire? Et qu'est-ce que cette manière de produire me coûte? Parce que si mon organisation écrase mon système intérieur plutôt que de le soutenir, là, ça devient un problème. Parce que oui, on peut confondre productivité et contrôle. On peut remplir son agenda pour éviter de ressentir de l'angoisse. On peut chercher la méthode parfaite pour ne pas commencer. On peut rester occupé pour ne pas se demander ce qui ne va pas. On peut optimiser chaque détail pour éviter de ressentir l'incertitude alors qu'on dépense toute notre énergie au lieu de réellement gagner du temps. Et parfois, ce n'est pas de productivité dont on a besoin en premier, c'est de sécurité intérieure. Pas une sécurité parfaite, ni une garantie que tout ira bien, mais un message envoyé au corps qui dit: «Je t'ai entendu». On va regarder ce qui te met en alerte, on va distinguer ce qui est réel de ce qui est anticipé, on va faire un pas à la fois et si besoin, on va chercher du soutien et on va construire de manière respectueuse. Et je crois que c'est là que beaucoup de choses peuvent changer. Parce que l'anxiété n'a pas besoin d'être humiliée pour diminuer, elle a besoin d'être comprise, régulée, accompagnée. Et parfois, elle a besoin d'un cadre thérapeutique. Elle a besoin de repos, d'un environnement plus sain ou d'un vrai changement de rythme. Et parfois, elle a aussi besoin qu'on arrête de confondre courage et auto-abandon. Parce que oui, on peut avoir été courageux ou courageuse pendant longtemps en s'abandonnant complètement, en serrant les dents, en disant oui à tout va, en faisant semblant, en étant hyper performant, en évitant de déranger ou en gardant tout sous contrôle. Mais ce courage-là, il a un coût. Et quand le corps commence à envoyer des signaux, il ne dit pas forcément tu es faible, il dit peut-être cette manière de fonctionner n'est plus soutenable sur la durée. Nous avons besoin d'un autre cadre, nous avons besoin d'une autre relation à l'action et nous avons surtout besoin de prendre conscience des ressources qui sont à notre disposition pour ne plus être menacés en permanence. Et c'est pour cela que je dis que ton corps n'est pas ton ennemi. Ton corps n'est pas l'obstacle de ta réussite, c'est ton partenaire de vie. Il est l'espace à partir duquel ta réussite peut se vivre. Parce que réussir en se détruisant n'est pas une réussite complète. Réussir en se coupant de soi n'est pas une réussite durable. Alors oui, il y a des moments où il faut agir. Il y a des moments où il faut faire preuve de discipline, où il faut poser un cadre, où il faut avancer même avec la peur au ventre. Mais avancer avec la peur ne veut pas dire mépriser cette peur. Avancer avec la fatigue ne veut pas dire nier cette fatigue. Et avancer avec l'anxiété ne veut pas dire faire comme si elle n'existait pas. Ça veut simplement dire: «Je t'ai entendu, je ne te laisse pas prendre les commandes de ma vie, on va comprendre ce que tu signales et on va ajuster notre manière d'avancer». Parce que c'est ça, pour moi, travailler avec son système intérieur. Ce n'est pas laisser l'anxiété décider de tout. Ce n'est pas devenir prisonnier ou prisonnière de ses alertes, mais ce n'est pas non plus renoncer à ses projets. C'est prendre une posture de leader intérieur, se créer un cadre suffisamment sécurisant pour agir à partir d'un système plus apaisé, sans forcément attendre d'être parfaitement calme, hein. Alors, si tu écoutes cet épisode et que tu te reconnais dans certains passages, je t'invite à ne pas te juger trop vite. Ne transforme pas cette prise de conscience en nouvelle accusation. Je t'invite d'ailleurs à éviter de te dire: «Ah voilà, en plus, je suis anxieux ou anxieuse. Encore un truc qui ne va pas chez moi. Je suis vraiment compliqué». Non, utilise plutôt cette information comme un éclairage qui dit: «D'accord, il y a peut-être une alerte ici, il y a peut-être une peur ou une surcharge et il y a peut-être une stratégie de contrôle qui m'a aidé jusqu'ici, mais qui me fatigue aujourd'hui». Et à partir de ce constat, tu peux envisager une autre manière d'avancer. Et pour commencer, je te propose un exercice, juste pour observer. Prends une situation dans laquelle tu te sens souvent tendu ou que tu as l'impression de devoir tout contrôler, même si ça te fatigue. Choisis une situation précise et réponds aux questions suivantes. Bien sûr, tu peux le faire par écrit ou sinon laisser ton esprit s'exprimer comme il a envie. N'hésite pas à mettre pause pour te laisser le temps d'écouter les réponses qui te viennent et de les noter. Voici les questions.
Qu'est-ce que j'anticipe dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai peur de ne pas réussir à gérer? Qu'est-ce que j'essaye de contrôler pour me rassurer? Qu'est-ce que ce contrôle me coûte en énergie? Qu'est-ce que mon corps me signale quand je pense à cette situation? Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour mieux le vivre? Et surtout, comment puis-je avancer avec mon corps au lieu d'avancer contre lui? L'objectif de ces questions n'est pas de fournir des réponses parfaites, mais de commencer à t'écouter autrement. Parce que l'anxiété que tu ressens n'est pas là pour te gâcher la vie. Elle indique qu'une partie de toi ne se sent pas suffisamment en sécurité. Et ton rôle n'est pas forcément de lui dire de se taire, ton rôle peut être de lui répondre avec plus de clarté, plus de cadre, plus de douceur, plus de présence. La productivité durable ne se construit pas contre notre système intérieur, elle se construit avec lui en apprenant à avancer dans un corps qui ne se sent pas constamment attaqué. Parce que ton corps n'est pas ton ennemi, il est ton partenaire de vie. C'est ton espace d'expérience. Et si tu apprends à l'écouter, pas pour obéir à toutes ses peurs, mais pour comprendre ses signaux, tu peux peut-être commencer à fonctionner autrement, à réussir autrement, sans faire de la tension et des émotions désagréables le prix à payer pour ta progression. Et cette série sur l'anxiété va nous permettre d'aller plus loin. Dans les prochains épisodes, on regardera de plus près ce qui se joue derrière l'hyper-performance et cette façon que nous avons parfois de vouloir être plus productifs en nous mettant en guerre contre nous-mêmes, pour apprendre à mieux reconnaître ce qui se passe en toi, pour distinguer ce qui t'aide de ce qui t'épuise, parce que parfois, on n'a pas besoin d'une nouvelle injonction à mieux gérer son temps, on a besoin de comprendre pourquoi notre corps a l'impression que le temps, les attentes, les obligations ou le regard des autres représentent une menace. Et à partir de là, on peut commencer à construire un autre rapport à l'action, un autre rapport à soi. Merci encore d'être entré dans cette bulle avec moi. Je t'encourage à partager cet épisode si tu sens que ça peut aider quelqu'un que tu connais à renouer avec le bonheur et la joie. Si ce sujet t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à laisser un commentaire pour me dire ce qui a particulièrement résonné pour toi. Tu peux aussi poser tes questions si tu en as dans le même espace des commentaires. Abonne-toi à Victoria Porte-Bonheur si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications et ne plus rater aucun épisode du bonheur à la vie à la mort. Et tu peux également me retrouver dès maintenant sur Instagram Victoria Porte-Bonheur parce que le bonheur n'est pas un luxe, c'est un appel à l'alignement de soi, à la vie, à la mort. C'était Victoria Bonheur dans le bonheur à la vie à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant ses ressources sans se renier ni s'ignorer. À bientôt!